Euh, alors, il y a 6 ans, Blandine, mon épouse, a été diagnostiquée d'une maladie apparentée Alzheimer et nous avons lancé l'association Amadiem pour créer des maisons où effectivement seraient accompagnées différemment, avec une approche différente et innovante, les personnes touchées jeunes par ces maladies. Alors, ces maisons existent maintenant. Alors, je vous propose une visite. Fermez les yeux, je vous emmène aux maisons de Crolles. Les 2 maisons sont situées en plein cœur de la ville, à côté d'un petit centre commercial et pas loin de l'espace culturel. Poussons la porte d'entrée, qui est ouverte. J'arrive sur une vraie grande cuisine familiale. Je suis accueilli par l'intervenante en cuisine ce jour-là et par un habitant qui finit son petit déjeuner. Il a toujours été habitué à manger à 10h30, car il aime se coucher tard. On m'invite à partager le café avec lui, je m'assieds. De fait, une autre habitante vient se joindre à nous. Elle va se servir un verre d'eau, prend un yaourt dans le frigo et s'assied. Même si les mots ne sont plus là, la relation existe. Et il faut apprendre à passer au-delà des mots, à connaître les modulations dans les onomatopées de madame ou la gestuelle de monsieur. Alors, ce moment passé est vraiment passé ensemble. De la cuisine, où elle est placée, la cuisinière peut garder un œil sur la porte d'entrée de la maison. Madame X sort. L'intervenante sait qu'elle va s'installer sur un fauteuil dehors. Elle a cette habitude, et ensuite elle rentrera. Elle voit aussi Monsieur Y qui va sortir. Elle sait que Monsieur Y part pour aller à la 2e maison qui est juste à côté. Aussi, elle leur passe un petit coup de fil pour leur indiquer qu'il va arriver. Si c'était Madame Z qu'elle voyait sortir, elle sait qu'il faudrait qu'un intervenant l'accompagne dans sa promenade, parce que Madame Z peut se perdre. C'est ainsi, grâce à cette connaissance des habitants et de leurs habitudes de vie, à cet ajustement à chaque personne, que la porte d'entrée reste ouverte. Certains pensaient que ce serait impossible. Je continue ma visite. Je suis dans une vraie maison, au sol, du parquet. En fait, pas exactement du parquet. C'est un revêtement qui ressemble à s'y méprendre, mais qui est surtout moins bruyant. Un soin particulier a été apporté dans l'architecture de toutes ces maisons pour l'isolation sonore. Au plafond, de vrais luminaires, tous différents. Et de vrais plafonds. Au fil des pièces, on traverse la maison et on voit qu'elle est décorée et meublée par les habitants et leurs familles. On voit l'horloge de Madame Y, le buffet de Monsieur F, les tableaux peints par l'épouse de Monsieur T, bref. On traverse un petit salon où Madame D regarde son émission favorite, comme chaque jour. Comme chaque jour, elle est allongée sur le canapé et les rideaux sont fermés. N'allez surtout pas ouvrir les rideaux. Elle vous ferait savoir clairement qu'elle est chez elle et qu'elle aime regarder la télé rideaux fermés. On monte l'escalier. On entend Madame A chanter dans son bain, car on a appris combien elle aime se détendre longuement dans un bain. Juste à côté, un intervenant plie du linge avec un autre habitant. Il est là, il peut garder un œil sur le bain, tout en préservant l'intimité de Madame A, et permettre en même temps à monsieur de se rendre utile. Ici, on fait ensemble. On fait simplement le quotidien. Et c'est cette façon de vivre le quotidien qui est notre façon de combattre la maladie. On croise Madame O. Madame O marche beaucoup. Elle a l'habitude de marcher ainsi. On a compris combien c'est important et utile pour elle. À son arrivée, il y a quelques mois, c'était très compliqué. Et les intervenants se demandaient s'ils arriveraient à l'accompagner. Cela se passe bien maintenant. Elle est apaisée. À l'étage, chaque chambre est différente. Les chambres sont regroupées par 3, dans des petits coins, partageant une salle de bain commune. Dans celle-ci, les rails au plafond se font très discrets et ils sont pourtant nécessaires pour accompagner jusqu'au bout de la vie les habitants, comme on le fait ici. Allez, il est temps de prendre l'air. Après être passé devant le salon cheminée, une vraie cheminée que les habitants utilisent, nous sortons sur la terrasse. Au jardin, Madame C va nourrir les poules. Elle veille sur le compost de la maison et ramène 2 œufs. Elle a pris cette habitude. C'est elle qui s'en occupe et tout le monde le sait. Le chat d'une habitante se balade dans le jardin.
La petite fille de Madame Y est venue passer un moment avec sa maman et joue sur le toboggan du jardin. Elle est surveillée par Madame B, qui a toujours adoré garder les enfants. On croise une intervenante qui part en balade en voiture avec quelques habitants. Ils vont en profiter pour faire quelques courses. Les commerces voisins sont habitués. On voulait aussi que la ville entière fasse partie du projet. Je rentre. Monsieur S et Madame H sont dans leur fauteuil coquille à la cuisine, à regarder ce qui se passe. Monsieur P visionne quelque chose sur sa tablette et bat la cadence avec son pied. Dans la cuisine, ça s'active, car on prépare une soirée barbecue avec les familles. Comme chaque jour, les odeurs de la cuisine, la préparation ensemble avec les habitants des repas, aideront chacun à avoir de l'appétit quand il s'agira de passer à table. Un plan de table est préparé par l'équipe des intervenants qui connaissent toutes les habitudes de vie de chacun. Chacun aura son assiette comme il en a besoin. Certains auront leur merguez découpée, mais cela ne se verra pas. La forme sera recomposée pour ne pas les stigmatiser. Certains devront avoir un intervenant en face d'eux pour savoir manger tout seul en voyant les gestes faits et en les reproduisant. D'autres devront être accompagnés individuellement pour manger. Les gens seront assis avec leur famille, si leur famille est là, ou avec des intervenants ou des bénévoles. Ici, on mange tous ensemble, à chaque repas. Un intervenant prendra sa guitare après le repas. Madame U se lèvera, dansera et tapera dans ses mains, entraînant quelques dames. Les hommes, eux, préféreront regarder. En fait, ce que je vous décris là, c'était vendredi dernier. Ce fut une belle soirée, joyeuse, apaisée. J'achève ma visite. En fait, on ne visite pas vraiment ces maisons, pas dans le sens où on visite un établissement. Les personnes malades sont ici chez elles, et vous devez agir ici comme quand vous êtes invité chez des gens. Et surtout, ne vous y méprenez pas. Les personnes ici sont à un stade avancé de la maladie. Ils ont beaucoup de difficultés. Plusieurs sont très dépendants. Mais les intervenants se débrouillent pour que les particularités soient intégrées par l'organisation et qu'ils ne se retrouvent pas en difficulté. Et cela marche. Après quelques semaines ou quelques mois dans les maisons, les personnes ont trouvé leur marque. Une relation mutuelle de confiance a été créée. Et malgré les crises et les moments difficiles rencontrés, les hospitalisations ne se comptent même pas sur les doigts d'une seule main après plus de 18 mois d'ouverture. Alors, comment fait-on pour y arriver ? Cela ne tient pas du miracle. C'est exigeant, difficile et fragile. Et ça nécessite de s'ancrer solidement et fermement à l'approche. Avec notre partenaire gestionnaire, la Fondation OVE, nous y sommes ainsi arrivés. Également parce que nous nous appuyons sur le soutien fidèle et la solide expérience de Carpe Diem au Québec. Et aussi parce qu'on s'est accroché et qu'on continue à s'accrocher aux valeurs fondamentales d'Amadiem. Écoutez la personne malade, la liberté, et Blandine va vous en parler dans un moment, le pari de miser sur les forces plutôt que regarder les faiblesses, et la dignité jusqu'au bout. La visite vous a plu ? Alors place maintenant à l'exercice pratique, histoire de comprendre l'un des fondamentaux qui nous a mis en route sur ce projet, la liberté, et écouter quotidiennement ce que les personnes ont à nous dire, comme on le fait dans les maisons. Non, mais je vois pas mon texte. Allez, j'ai ici le micro et la liberté de dire et de faire ce que je veux, alors je vais en profiter et prendre un risque. Car la vie, c'est ça, prendre des risques. Je vais vous demander à tous de rentrer en vous pour répondre à ma question en toute simplicité, mais surtout en toute vérité. Aux professionnels, je vous demande d'ôter vos blouses, de redevenir des individus ordinaires. À tous, je vous invite à écouter le fond de votre cœur
pour vous positionner en vérité. Voilà, ma question est toute simple. En sortant de cette salle, aujourd'hui, quelqu'un prendra vos clés de maison et fermera votre porte à clé, vous interdisant de sortir tant qu'il ne l'a pas décidé, et disons qu'il n'ouvre la porte et ne vous laisse sortir qu'une fois par mois. Voilà. Maintenant, que ceux qui refuseraient de donner leurs clés, en sachant cela, lèvent la main. À ceux qui ont levé la main, merci. N'oubliez jamais, jamais que vous avez levé la main aujourd'hui pour refuser d'être un jour enfermé. Retenez ce ressenti pour bien comprendre ce que je vais vous dire. Lorsque la maladie avancera, sans doute viendra un moment où des gens autour de moi, y compris des proches, se poseront la question de réduire cette liberté pour mon bien. De quelle liberté parle-t-on ? Il y a d'abord la liberté d'expression. Surtout, ne me faites pas taire ou ne commencez pas à ne plus m'écouter juste parce que vous ne comprenez pas. Il y a toujours un sens, même s'il est inaccessible pour vous. Et si vous ne comprenez pas le sens de ces paroles, émerveillez-vous de cette volonté de l'autre à communiquer avec vous. La liberté peut être aussi entravée par les médicaments. Ton papa, Blandine, a été malade comme toi. Je l'ai vu entrer debout dans un établissement, sur ses deux jambes, et très vite aller en fauteuil. Et ne me dites pas que c'est la maladie. Quand, quelque temps après, en diminuant les médocs, on le voit se redresser dans son fauteuil et se remettre debout et parler, alors qu'il n'avait pas fait tout ça depuis des mois. Quand vous, médecin, vous prescrivez ces médicaments, ou quand vous, infirmière, vous donnez ces médicaments, vous enfermez la personne au sens propre. Vous l'enfermez dans son corps, dans sa liberté de mouvement. Alors aux maisons de Kroll, nous ne sommes pas contre les médicaments, mais nous sommes pour un recours judicieux aux médicaments. Nous sommes pour une analyse rigoureuse des bénéfices-risques associés aux différents traitements. Et nous sommes surtout pour la recherche continuelle d'alternatives et de solutions nouvelles. Et cela exige beaucoup plus que de bonnes intentions. Cela exige de grandes compétences relationnelles chez les intervenants, des connaissances et de la formation, une approche et une organisation qui s'adaptent à chacun, et surtout la confiance et le soutien des familles. Par exemple, aux maisons de Kroll, il a fallu plusieurs mois pour analyser et comprendre une personne avant de pouvoir l'accompagner à la douche. Ça aurait été tellement plus simple de lui donner un calmant. Mais aujourd'hui, il nous accorde sa confiance et il accepte notre accompagnement sans prendre de médicaments. Cela n'aurait pas pu être possible sans accompagner et soutenir les équipes et la famille. Et il y a la liberté d'aller et venir. Qu'a-t-on fait à la société pour que vous nous enfermiez ?
Les structures actuelles ont des airs de prison. Oh, les locaux sont plus jolis et plus propres. En fait, j'en sais rien, je suis jamais allée en prison. Mais les promenades autorisées sont sous surveillance. Les portes sont fermées par des digicodes. Les repas sont servis à heure fixe. Et il y a des heures de visite. Ici, les gardiens ont des blouses. Que vous a-t-on fait pour mériter un tel emprisonnement? Qui mettons en danger, si ce n'est nous-mêmes? On va me parler de responsabilité de la direction, de difficulté de mise en œuvre. Et moi, je vais vous dire à un moment donné quelles valeurs fondamentales on choisit. À un moment donné, il devient urgent de se poser et de se demander « Que suis-je en train de faire ?» Je veux pouvoir sortir. Je veux pouvoir prendre le risque de mourir écrasé par une voiture ou de mourir de froid. Laissez-moi vivre ma vie, même si elle doit finir tragiquement. De toute façon, si vous ne maintenez pas cette liberté, ma vie finira encore plus terriblement dans la tragédie d'une personne qui perd son humanité. Et ça, ce n'est pas la maladie qui me l'aura enlevée, mais bien ceux qui m'auront enlevé peu à peu ma liberté. Car il s'agit bien de ce combat-là, celui de garder, malgré la maladie, mon humanité et ma dignité. Tout le monde parle du respect. La liberté et le respect de la personne sont liés. Si on regarde une personne malade et que l'on ne voit que le malade, on va avoir envie de prendre les décisions pour lui, prendre soin de lui, le prendre en charge. Dans cette prise en charge, il y a une annexion de sa liberté. La personne devient notre chose, notre malade. Mais je suis le malade de personne. Je suis une personne qui a une maladie. C'est différent. Je ne suis pas votre patient. Je ne vous appartiens pas. Je suis quelqu'un qui a besoin de vous, de vos connaissances, c'est tout. Je voudrais que, si vous reteniez une chose, je sais qu'il y a du progrès, mais je suis une personne qui a une maladie. Je suis une personne malade. Je ne suis pas un malade. J'ai encore entendu dans les discours tout à l'heure, malade. Mais ça ne vous coûte rien. Mais ça change tout. Ça veut dire que je serai même malade, une personne jusqu'au bout. Donc si vous devez repartir tout à l'heure, n'oubliez pas, essayez de changer ça. Rajouter personne devant malade, ça change déjà beaucoup. Alors voilà, si vous voulez savoir ce qu'est Amadiem, comment on travaille, quels moyens on s'est donnés pour garantir ses libertés et respecter les fondamentaux du projet, quelles difficultés aussi on rencontre, on vous invite à nous rejoindre pour l'atelier cet après-midi. L'aventure ne fait que commencer. Il manque d'ailleurs encore quelques intervenants pour compléter l'équipe et permettre aux 10 dernières personnes d'emménager. Alors n'hésitez pas à faire connaître et à rejoindre cette aventure humaine exceptionnelle. Vous pouvez chacun, je crois, aider ce projet qui, à mon avis, à notre avis, on pense peut changer la façon dont on accompagne les personnes fragilisées par la maladie et aider à changer le regard sur les personnes malades. Encore du travail pour vous.
Je vous encourage à vous souvenir demain qu'aujourd'hui, vous avez levé la main à ma question pour ne pas laisser vos clés et à être conscient qu'en France, oui, maintenant, c'est possible. Les maisons de Crolles le démontrent. Alors, qu'attendez-vous pour changer ?